Mon école nous oblige à apprendre une langue qui n'existe pas. Je me suis réveillée mardi matin avec un mal de tête terrible, comme si l'on m'avait martelé le crâne. Les symboles de Chapalish avancés restaient gravés dans ma vision, lorsque je fermais les yeux, ces formes étranges qui blessaient à force d'être fixées. J'ai examiné 5 semaines de ma documentation. Photos de l'alphabet, enregistrement des cours, notes sur les 17 autres écoles, capture d'écran du fil Reddit supprimé. J'avais des preuves, mais aucune explication du pourquoi. J'ai rejoint ma mère pour le café, me sentant épuisée. Je lui ai raconté le cours de la veille. Comment tous les autres prenaient des notes dans le Chapalish avancé avec une facilité déconcertante, tandis que je ne comprenais rien, les symboles semblant bouger lorsque j'essayais de me concentrer. Elle m'a écoutée, prenant mes inquiétudes au sérieux, ce qui était rare. Elle m'a suggéré de commencer par examiner les droits des étudiants concernant les changements de programme, afin de me concentrer sur le processus légal plutôt que de seulement me plaindre du programme. J'ai passé mon temps libre à la bibliothèque à faire des recherches sur les demandes de loi sur la liberté d'information, FOIA. Cela semblait compliqué, mais c'était le moyen de passer par des canaux appropriés au lieu d'exiger des réponses de la part de professeurs qui refusaient de les donner. Le déjeuner était horriblement inconfortable. Alex et le groupe parlaient en partie en Chapalish, et ils revenaient à l'anglais de manière forcée lorsque j'approchais, comme s'ils s'efforçaient de me tolérer. Je perdais le fil de la conversation, les blagues me passaient sous le nez, car leur chute était dans une langue que je refusais d'apprendre correctement. Je sentais que ma présence rendait tout plus difficile. J'ai commencé un journal des symptômes, notant le mal de tête 7 sur 10, le brouillard mental ressenti en essayant de penser en Chapalish, et le déclic cognitif étrange survenu la semaine précédente, où la grammaire avait soudain eu un sens, mais d'une manière qui me semblait mauvaise, comme si mon cerveau avait été reprogrammé. Les autres élèves ne signalaient pas ces maux de tête, ils disaient que le Chapalish rendait la pensée plus claire. J'ai envoyé des courriels détaillés à 3 professeurs de linguistique d'universités proches. J'ai joint des photos de l'alphabet de 37 caractères et des exemples de la structure grammaticale, demandant s'ils reconnaissaient des schémas ou si cela appartenait à une famille linguistique connue. J'ai insisté sur le fait que 17 écoles enseignaient cette langue inexistante simultanément. 2 professeurs m'ont répondu. Le premier a poliment suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une langue construite, comme l'espéranto, à des fins éducatives, mais n'en avait aucune trace. La seconde a effectué une analyse plus technique, confirmant que la structure ne correspondait à aucune famille linguistique connue, et elle ne pouvait expliquer le déploiement coordonné dans 17 écoles. Personne en dehors de nos écoles n'avait de traces de cette langue. Vendredi matin, je suis allée à l'infirmerie pour me plaindre de maux de tête persistants et de fatigue oculaire. L'infirmière, une femme âgée, a ignoré le lien évident avec le Chapalish, me testant la vision, qui était normale, et me conseillant de boire plus d'eau et de dormir davantage. J'ai senti mes préoccupations balayées d'un revers de la main. Samedi après-midi, j'ai profité du fait que ma mère travaille au bureau du district pour entrer dans l'école vide. J'ai photographié tous les panneaux de signalisation en Chapalish qui avaient envahi l'établissement. Les affiches de vocabulaire dans les couloirs, les rappels grammaticaux, même un poster en Chapalish dans le gymnase. Ce n'était plus un cours, c'était devenu une partie de l'identité de l'école, se répandant comme une infection. Lundi matin, le principal a tenu une séance de questions-réponses. Je me suis précipitée au microphone pour demander d'où venait le Chapalish, qui avait approuvé son ajout au programme, et pourquoi 17 écoles à travers différents États avaient commencé à l'enseigner le même jour. L'auditorium est devenu silencieux. Le principal a répondu par des éléments de langage scénarisés sur les programmes pilotes innovants et les compétences prêtes pour l'avenir, évitant soigneusement de répondre à l'origine ou à l'approbation du programme. J'ai ensuite retrouvé Alex dans un café. Il est arrivé en retard et était constamment sur son téléphone, organisant des séances d'études en Chapalish. Il m'a dit que je rendais tout plus difficile en me battant au lieu de simplement apprendre. Nous sommes partis sans faire de plan pour nous revoir. Lors d'une réunion de l'association des parents et enseignants, PTA, le principal a présenté le Chapalish comme une compétence d'avenir, mais a ignoré toutes les questions fondamentales sur son origine, tandis que les parents ne se préoccupaient que de l'aspect pratique, charge de travail, notes. En classe, j'ai remarqué que les examens de Chapalish n'étaient pas des tests de communication ou de compréhension culturelle. C'étaient des questions à réponse contrôlée, de la reconnaissance de schémas et des réponses mémorisées. J'ai réalisé que nous étions conditionnés à fonctionner dans un ensemble très étroit de règles linguistiques, plutôt que d'apprendre une langue vivante. J'ai confronté ma professeure, lui demandant pourquoi elle refusait de répondre à mes questions. Elle avait l'air fatiguée et stressée, me suppliant de me concentrer sur l'étude pour ne pas échouer. Ses mains tremblaient légèrement, et j'ai compris qu'elle était piégée dans cette situation, suivant des ordres qu'elle ne comprenait ou n'approuvait peut-être pas entièrement. J'ai fini par me forcer à faire les exercices de Chapalish. Après environ 1 heure, quelque chose d'étrange s'est produit. La grammaire a soudainement eu un déclic d'une manière qui me semblait complètement fausse. La langue a commencé à couler naturellement, trop facilement, trop vite. L'aisance m'a effrayé davantage que la difficulté, car j'avais l'impression que mon cerveau était en train d'être recablé pour penser d'une manière non naturelle, mais sans effort. En réécoutant les enregistrements de mes exercices, j'ai réalisé que la méthode d'enseignement était purement behavioriste.
Répétition constante, sans contexte culturel ni communication réelle. C'était plus de la programmation que de l'éducation, entraînant des réponses automatiques jusqu'à ce que les schémas deviennent inconscients. J'ai trouvé des documents sur le site web du district. Pour tout autre changement de programme au cours des 5 dernières années, des procédures détaillées, notification parentale, approbation du conseil, période de commentaires publics, avaient été suivies. Il n'y avait rien concernant le Chapalish. Un vide documentaire suggérait que les canaux normaux avaient été délibérément contournés. J'ai posté anonymement dans un groupe Facebook de parents locaux pour sonder les inquiétudes. Personne ne semblait s'alarmer du manque de transparence. Au lieu de cela, on m'a dit de faire confiance à l'administration. Mercredi, j'étais complètement ostracisée des groupes d'études de mes amis. L'isolement était total. En regardant à l'arrière du manuel de Chapalish avancé, j'ai trouvé le logo d'un fournisseur inconnu. J'ai retracé la piste corporative. L'entreprise était spécialisée dans la technologie d'évaluation éducative et avait reçu une subvention importante d'une fondation juste avant le début de l'année scolaire. Cette fondation avait des liens avec la recherche cognitive et l'évaluation standardisée. J'ai retrouvé 3 des étudiants du fil Reddit supprimé. 2 d'entre eux ont confirmé que leur manuel portait le même logo et que leur district avait reçu des subventions d'une fondation d'innovation éducative quelques semaines avant le lancement du Chapalish. Le conseiller d'orientation, Gregory Maiden, à qui j'ai parlé de mes notes en baisse et de mon isolement, m'a dit que je devais cesser de me battre et me concentrer sur mes études. Ma mère m'a rejointe. Elle a suggéré que nous rédigions une lettre formelle au conseil scolaire, axée sur des questions de politique professionnelle. Le processus d'approbation, le consentement parental et les sources de financement. J'ai finalement contacté Camilla Zimmerman, une journaliste locale spécialisée en éducation, via Facebook. Elle a pris mes préoccupations au sérieux et m'a aidé à formuler des demandes FOIA précises pour obtenir des documents officiels sur l'approbation du programme, les sources de financement et les contrats avec des entreprises privées. Mardi matin, j'ai soumis les demandes FOIA en ligne. Il fallait maintenant attendre 30 jours pour une réponse. Le processus était lent et frustrant, mais au moins, je passais à l'action. J'ai passé la nuit à analyser la documentation de la fondation. Les pièces du puzzle se sont enfin assemblées. Le programme n'avait rien à voir avec la communication mondiale. Il visait à créer un outil de test standardisé, en forçant tout le monde à penser selon les mêmes règles grammaticales strictes et le vocabulaire limité. L'absence d'avantages culturels ou linguistiques garantissait des données comparables. La clarté dont tout le monde parlait n'était pas une magie du Chapalish, mais la facilité cognitive de travailler dans un système sans interprétation ni expression créative. Les élèves n'apprenaient pas à communiquer couramment, ils étaient conditionnés à produire des réponses prédéterminées, utilisant des structures précises facilement mesurables. J'ai reformulé mes préoccupations. L'enjeu n'était pas de savoir si le Chapalish était faux, mais de questionner le consentement, la transparence et le droit des écoles à transformer les élèves en sujets de recherche, sans les informer ni leur donner la possibilité de se retirer. J'ai contacté Élie Réaren, un membre du conseil scolaire, par courriel. Je l'ai informé que j'avais obtenu des documents FOIA révélant un financement privé par une fondation, des accords de non-divulgation, NDA, restreignant la transparence et l'absence de procédure de consentement parental pour ce qui semblait être de la recherche éducative. Élie a répondu le lendemain matin, étonnamment disposé à me rencontrer, ainsi que ma mère, pour discuter des politiques du district. Il a admis ne pas être au courant des NDA, ni de l'implication de la fondation lors de l'approbation. Nous avons fixé un rendez-vous le mardi suivant. Lors de la réunion, j'ai étalé les documents FOIA. Élie a lu attentivement. Son expression est passée de l'intérêt poli à la gêne visible en découvrant les détails sur les NDA et les protocoles de recherche. Il a expliqué que le conseil avait donné son feu vert en se basant uniquement sur les avantages éducatifs du programme présenté par le principal. Il a déclaré que s'il avait eu connaissance de ces éléments, il aurait posé des questions très différentes. Élie a accepté de demander l'ajout du Chapalish à l'ordre du jour de la prochaine réunion publique du conseil. Le jeudi suivant, la professeure de Chapalish m'a interceptée. Dans une salle de classe vide, elle m'a demandé pourquoi je cherchais à miner le programme. Je lui ai expliqué que mon combat portait sur l'absence de consentement éclairé et le droit des parents d'être informés du volet recherche. Elle, l'air épuisé et stressé, a admis être sous une pression énorme et que le NDA l'empêchait d'être transparente sur les origines et les objectifs du programme. Le lundi suivant, le principal m'a convoqué dans son bureau. Il m'a accusé de répandre de la désinformation et de nuire à la réputation de l'école, ignorant toutes mes questions spécifiques sur les NDA. Il a tenté de minimiser mon action comme étant un simple comportement perturbateur. Mon amitié avec Alex a atteint son point de rupture ce soir-là. Il m'a reproché de faire des histoires, affirmant que le Chapalish était bon pour son avenir. Il a choisi les avantages pratiques du programme au détriment de mon droit à la critique. Camilla m'a appelé mercredi soir avec une information cruciale. Le principal siégeait à un comité consultatif pour la fondation finançant le programme. Il s'agissait d'un conflit d'intérêts non divulgué. J'ai donné mon accord pour qu'elle publie cette information immédiatement. Ma mère a demandé une réunion formelle avec le principal.
Elle a posé les documents FOIA sur son bureau et a exigé de savoir pourquoi les parents n'avaient pas été informés de la composante recherche. Le principal a insisté sur le fait que le programme était correctement approuvé, mais ma mère a souligné la différence entre annoncer un nouveau cours et divulguer que les élèves seraient des sujets de recherche. 3 jours avant la réunion du conseil, le district a envoyé un mémo déclarant que le Chapalish était désormais une opportunité d'enrichissement facultative en attendant un examen complet. Le changement soudain prouvait que l'administration craignait un examen public. La fracture sociale à l'école a été immédiate. Des lignes claires se sont formées entre ceux qui me soutenaient et ceux qui me traitaient de paranoïaque ou de fauteur de troubles. J'ai décidé de ne pas attaquer le programme lui-même, mais de cibler les principes. Consentement et transparence. J'ai rédigé une pétition demandant 3 choses. Information complète sur le financement et les objectifs de recherche, participation volontaire sans pénalité académique et procédure de consentement appropriée à l'avenir. En quelques jours, j'ai recueilli plus de 112 signatures, y compris celles de quelques professeurs. L'administration a répondu par un mémo menaçant de mesures disciplinaires contre ceux qui organisaient des activités perturbatrices. C'était un signal clair que mes actions fonctionnaient. Le conseiller d'orientation, Gregory Maiden, m'a convoqué, essayant de recadrer mon militantisme comme un problème de santé mentale, suggérant une évaluation pour l'anxiété. J'ai refusé, affirmant que mon stress était une réaction raisonnable à une situation déraisonnable. La famille d'Alex a posté un long message en ligne défendant le Chapalish et critiquant ceux qui créent du drame au lieu de faire confiance aux éducateurs. Les commentaires m'ont achevé. J'étais qualifiée de dramatique et difficile par des gens que je connaissais depuis l'enfance. Ma mère a pris le risque d'être la source parentale citée dans l'article de Camilla, jugeant que la transparence valait le risque. L'ordre du jour de la réunion du conseil a été publié. Examen du programme de Chapalish et contribution de la communauté était à l'ordre du jour. Le soir de la réunion, la salle était bondée, y compris la presse. Mon nom a été appelé en 3e position pour la période de commentaires publics. J'ai marché jusqu'au micro, brandissant mon dossier de preuves. J'ai exposé la chronologie. L'apparition soudaine du Chapalish, la découverte des 16 autres écoles, les tentatives d'obtenir des informations et enfin, les réponses FOIA révélant les NDA et le financement privé. J'ai présenté la pétition avec ses plus de 100 signatures. J'ai terminé en demandant au Conseil d'exiger une divulgation complète et de rendre la participation volontaire avec consentement éclairé. Le principal a tenté de s'en tenir à ses arguments, mais Élie l'a coupé, demandant des éclaircissements sur les NDA. L'avocat du district a admis que la portée complète de la recherche et les exigences du NDA n'avaient pas été incluses dans la présentation initiale au Conseil. Un autre membre du Conseil a soulevé le conflit d'intérêts du principal. La salle est devenue silencieuse. Le Conseil a réalisé qu'il avait approuvé le programme sans en connaître tous les aspects. Après de nombreux témoignages de parents, certains pour les bénéfices, d'autres contre le manque de consentement, le principal a proposé une pause temporaire de l'exigence obligatoire. Le Conseil a exigé le vote d'une motion pour rendre le programme facultatif OPTIN, en attendant la recommandation d'un comité d'examen. La motion d'Élie a été adoptée. Les élèves actuellement inscrits seraient automatiquement exclus et devraient s'inscrire à nouveau avec des formulaires de consentement parental appropriés et transparents s'ils souhaitaient continuer.